Tu penses que l'Europe a dépassé le Moyen-Âge. Jusqu'au jour où tu vois une adolescente étiquetée à 20 000 $ et qu'on appelle ça tradition. Pas dans un mythe lointain, mais ici, au cœur de l'Union européenne. Chaque printemps, sur un parking poussiéreux de Stara Zagora, des familles Storom se rassemblent. Les jeunes filles sont vêtues de robes brillantes, maquillées dès l'aube, prêtes à être vendues. Les prix varient selon l'âge, la virginité, la blancheur de la peau. Une peau trop foncée, un passé trop suspect, et la valeur chute. Ici, l'amour est une transaction, le mariage une stratégie. Le sourire est maquillé, le silence est appris. On appelle ça une fête, mais tout est calculé. Les pères négocient, les mères évaluent, les filles obéissent. Les regards se croisent comme dans un marché aux bestiaux. Mais personne ne dit ce mot à voix haute. On dit que c'est culturel, on dit que c'est leur droit. Mais que vaut une culture qui fixe un prix sur un corps? Les codes sont respectés à la lettre. Pas ceux de la loi, mais ceux de l'appartenance, du clan, de la pureté. Si tu es encore là, écris pas une marchandise en commentaire. Pour celle qu'on prépare à être choisie comme on choisirait une voiture. Et abonne-toi, car ce que tu verras maintenant, personne ne le raconte sans trembler un peu. Ils ne sont pas apparus dans les manuels scolaires. Aucun chapitre ne raconte leur exode, leur langue, leur silence. Pourtant, ils sont 8 millions. On les appelle les Roms, parfois les Gitans, parfois rien du tout. Un peuple sans territoire, mais avec des cicatrices transmises comme des noms de famille. Ils viendraient du Rajasthan, au nord de l'Inde. 1000 ans plus tôt, ils ont quitté leur terre, fuyant guerres et famines, pour rejoindre l'Europe. On leur a promis des routes, on leur a offert des murs. La Roumanie, la Bulgarie, la Slovaquie, puis l'Ouest. À chaque frontière, une méfiance. À chaque village, une rumeur. Ils volent, ils mentent, ils refusent de s'intégrer. Ce ne sont pas des faits. Ce sont des phrases héritées, infectées, récitées comme des prières honteuses. Dans les banlieues bulgares, ils construisent des maisons sans permis. Pas par défi, mais parce qu'on ne leur en accorde pas. L'eau coule sans compteur. Les déchets s'amoncellent. On les accuse d'être sales, mais qui leur vend l'accès à la propreté? Ils sont citoyens, mais invisibles. Ils votent, mais on les achète. Ils vivent dans des quartiers qu'on n'ose pas nommer. Et quand une caméra entre, c'est souvent pour documenter l'échec. Le leur, jamais le nôtre. On oublie de dire que certains sont musiciens virtuoses, ferronniers brillants, conteurs de génie. On préfère les réduire à un cliché, celui qui justifie l'exclusion, celui qui précède toujours l'abandon. Le marché des épouses n'est pas un caprice culturel. Il est le produit d'un isolement féroce, d'un monde qui n'a jamais voulu leur tendre la main. Sofia ne ressemble à aucune autre capitale européenne. Elle respire encore l'air immobile d'un empire disparu. Les immeubles soviétiques tiennent debout comme des témoins fatigués. Les rues craquent sous les pas des fantômes bureaucratiques. Les tramways grincent, les murs s'écaillent, les regards glissent. Ici, l'histoire ne s'est pas effondrée. Elle s'est arrêtée. Et dans ces failles, les Roms ont trouvé refuge, non pas une place, mais un interstice. Un espace entre le béton et l'indifférence. Dans les quartiers roms de Sofia, on ne demande pas la permission pour bâtir. On construit, avec ce qu'on a, avec ce qu'on trouve. Les maisons poussent sans plan, sans architecte, sans état. On trace sa propre rue, on pose ses propres briques. C'est une ville dans la ville, sans code postal, sans nom officiel. L'eau coule, mais personne ne la facture. Les enfants jouent parmi les débris, les femmes étendent leur linge sur des fils tordus entre deux toits de tôle. La vie s'organise malgré le mépris. Les Bulgares passent sans s'arrêter. Ils détournent les yeux. Ils disent qu'ils ne paient pas d'impôts, qu'ils jettent leurs ordures au sol,
qu'ils refusent de travailler, mais qui leur propose un contrat, qui leur donne accès à une école sans mépris. On préfère répéter que ce sont eux le problème, parce qu'admettre l'abandon serait trop lourd à porter. Alors ils créent leur propre système, leur propre circuit, leur propre ordre. Ce qu'on appelle chaos est souvent une autonomie qu'on ne comprend pas. Les codes, ici, ne sont pas écrits. Ils se murmurent, se vivent, s'imposent. Et parfois, ils mènent à des marchés où les jeunes filles deviennent la monnaie la plus pure que la communauté possède encore. À Stara Zagora, la pureté a un prix. Ce n'est ni un symbole, ni une image poétique. C'est une valeur cotée, négociée, parfois marchandée à voix basse dans un coin de parking poussiéreux. 15 ans, peau claire, regard discret. 20 000 $. Le montant grimpe avec l'innocence perçue, descend avec le moindre soupçon. Une fille, déjà regardée, déjà frôlée, déjà suspectée de savoir devient moins précieuse. On ne parle pas d'amour. On parle d'investissement, de garantie, de réputation familiale. Les robes brillent, mais ne cachent rien. Elles révèlent une tension que personne ne nomme. Les bijoux sont souvent empruntés. Les sourires, mécaniques. Le silence, stratégique. Une erreur dans le comportement, un mot trop libre, et la transaction peut échouer. Ici, la virginité est une monnaie. Le visage devient contrat, le corps, certificat. On ne discute pas l'absurde, on le répète, car les règles ont été gravées bien avant leur naissance. On dit que c'est la tradition. Mais à quel moment une tradition cesse-t-elle d'être une mémoire et devient une cage? Les codes sont clairs. Plus elle est jeune, plus elle vaut. Plus elle est soumise, plus elle rassure. Plus elle est blanche, plus elle séduit. C'est un marché, et tout le monde le sait. Si tu es encore là, écris aucun prix pour un corps, car ce que tu viens de lire, certains et le vivent, et d'autres, en silence, l'organisent. Tu n'es jamais assez marginal pour être libre. Même parmi ceux que l'on rejette, il existe des murs que personne n'ose franchir. Les Kalaïdji, une tribu rome implantée en Bulgarie, vivent dans l'ombre d'une double exclusion. Mis à l'écart par la société dominante, mais aussi séparés des autres Roms qu'ils jugent impurs, déviants ou trop mêlés. Ils ont inventé leurs propres lois, dessinant une frontière invisible entre eux et les autres. Une frontière qu'on ne peut franchir qu'en naissant du bon côté. Le mariage chez les Kalaïdji n'est pas seulement une tradition, c'est un système de conservation. L'honneur se transmet par le sang et le sang ne doit pas être dilué. Un homme peut acheter une épouse, mais seulement s'il est de la même tribu. Peu importe qu'il soit rom, qu'il partage la langue, la musique ou la pauvreté. S'il n'est pas Kalaïdji, il est l'autre. Et l'autre n'entre pas. On préfère marier la cousine, faire le tour de la même famille, plutôt que de risquer l'infiltration. La pureté n'est pas un mythe ici. Elle se mesure, elle se surveille, elle s'impose. Les règles sont transmises par les mères, respectées par les pères, et rarement questionnées par les filles. Chaque génération enchaîne la suivante dans une logique de protection déguisée en amour. Ce qu'on appelle fidélité est souvent peur. Ce qu'on appelle tradition est parfois une stratégie d'isolement. Écris frontières invisibles si tu ressens le poids de ces murs. Car même dans la pauvreté, certains refusent de partager leur cage. Tout commence dans un champ vague entre deux routes poussiéreuses. Aucun décor n'a été prévu, aucun rideau ne cache ce qui va se jouer. Et pourtant, c'est un théâtre. Un théâtre brut, cru, où chaque silhouette en robe étincelante devient une vitrine vivante. Les filles y marchent lentement, tournent sur elles-mêmes, rient parfois sur commande. Les familles observent, comparent, évaluent. Le regard est la première monnaie. Le silence est la seconde. Les garçons, eux, sont préparés aussi.
Ils arrivent par grappes, chaînes en or bien en évidence, Mercedes alignés derrière eux comme des trophées de guerre. Ils n'achètent même pas seulement une épouse. Ils achètent une alliance sociale, une future mère vierge, une promesse d'honneur préservée. Les deals se murmurent, entre pères, entre oncles. Parfois, une jeune fille baisse les yeux. Parfois, elle s'enfuit. Mais le rituel continue, comme une boucle programmée. Ce marché n'est pas caché. Il n'a pas besoin de se cacher, car il se justifie lui-même par le mot le plus puissant et le plus vide. Tradition. Une tradition qui transforme la rencontre en évaluation, l'attirance en calcul, le corps en patrimoine. Le mariage devient la finalité d'un processus logistique. Et au milieu des chants et des cris, on oublie qu'il s'agit d'adolescentes. Écris cage à ciel ouvert si tu sens que ce décor n'est pas aussi folklorique qu'on voudrait le croire. Car, derrière chaque sourire, il y a un prix. Derrière chaque prix, un consentement que personne n'a vraiment demandé. Plus elle est blanche, plus elle vaut. Ce n'est pas une phrase d'histoire coloniale. C'est une règle dite à voix basse dans un marché d'aujourd'hui. Les peaux trop hâlées, les traits trop sombres, les cheveux trop épais, tout cela fait baisser le prix. Ici, la beauté a été codifiée selon des critères que personne ne remet en question. Les mères les transmettent comme des recettes. Les pères les calculent comme des chiffres. Les filles les intériorisent sans comprendre vraiment pourquoi elles n'ont pas été choisies. On parle de visage pur, de regard clair, de minceur contrôlée. Chaque imperfection est un fardeau économique, une tache, une dent mal alignée, une peau trop mate, et c'est toute une alliance qui s'effondre. Le racisme n'est pas théorique ici, il est mathématique. Il se glisse dans les négociations, il habite les silences. On ne dit pas qu'une fille est laide, on dit qu'elle est difficile à marier. On ne dit pas qu'elle est rejetée, on dit qu'elle attend encore. L'attente devient une honte, et la honte, un poison discret. Certaines reviennent chaque année, comme cette jeune fille filmée il y a 4 ans. Toujours habillée, toujours maquillée, toujours invendue. Elle sourit aux caméras, mais ses yeux cherchent ailleurs. Peut-être une sortie, peut-être une autre vie. Mais aucune porte ne s'ouvre. Tant qu'elle n'aura pas été vendue, elle restera fille, de personne. Écris « Je ne suis pas une couleur si tu refuses qu'un teint décide d'une vie. » Parce qu'ici, même la lumière est calibrée pour ne pas ternir la marchandise. Elle n'a jamais choisi de naître ici, ni d'avoir 15 ans et de valoir autant qu'une voiture, ni de sourire pendant qu'on l'évalue, ni de se taire pendant qu'on l'apaise. On lui a simplement appris les codes, ceux qui ne s'écrivent pas, mais qui décident de tout. Être jolie, mais pas trop. Être douce, mais jamais libre. Être vierge, mais prête. Le reste, elle l'a deviné seule. Ce marché n'est pas une scène folklorique. C'est une mécanique lente, huilée par le silence. Chacun joue son rôle. Personne ne brise le cercle. Ce n'est pas la pauvreté qui pèse le plus. C'est l'héritage d'un monde où une fille peut encore être négociée à voix basse. Où l'avenir s'achète. Où la peau blanche brille plus que l'intelligence. Où une robe neuve vaut plus qu'un nom. Certains appellent ça tradition, d'autres culture. Mais toi, comment tu appelles ça? Écris non à la valeur d'un corps si tu refuses de détourner le regard. Et dis-nous ce que tu veux qu'on explore ensuite, car derrière chaque rituel, il y a une autre vérité. Derrière chaque sourire, un autre prix. Abonne-toi si tu veux continuer à voir ce que peu osent montrer. Parce qu'ici, ce que l'on vend n'est pas seulement une fille. C'est une voix qu'on enterre, et peut-être une vie entière.